La pause d'art. Eric Wonanou est artiste plasticien et curateur d'art. Diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et des sciences de l'information et de la communication à Paris 10 Nanterre en France, il a participé à plusieurs expositions et animé des conférences sur diverses problématiques relatives à l'art contemporain en Afrique. Très attaché à étudier la complexité de la nature humaine, son œuvre explore l'étendue de la fragilité de notre espèce. Eric Wonanou a reçu des distinctions nationales et internationales. Il est né le 22 juin 1973 à Lomé. La pause d'art. J'ai la chance d'être au Togo, à Lomé, dans son atelier, l'atelier Wonanou. Bonjour Eric. Bonjour Yvon. Merci de nous recevoir chez toi. Je vais commencer par la question basique, la toute première. Comment Eric Wonanou arrive à l'art? Oula, je dirais simplement que Eric Wonanou est né dans l'art. Parce qu'on ne tombe pas dedans par hasard, on est dedans. On est N-A-I-T. On est dedans parce que quand on est petit, on griffonne sur à peu près tout. Je me souviens même que sur mes feuilles d'examen, il m'arrivait même de laisser des petits dessins parce que il y avait des matières qui étaient des matières prises de tête pour moi, maths, physique et tout ça. Donc c'était l'occasion, quand j'avais pas les exercices, tuer le temps en dessinant dessus et je rendais des feuilles comme ça. Mais le moment où on décide, parce qu'après ça devient une décision, oui. On décide, le moment où je décide, c'est qu'à l'université, j'étais en droit et je me dis, ça m'intéresse, particulièrement le droit constitutionnel, ça m'intéresse, mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'art. Oui. Et là, j'ai pris sur moi d'envoyer ma candidature aux Beaux-Arts de Paris, étonné de recevoir un courrier qui dit « je suis pris », il fallait aller faire le concours et puis revenir prendre le visa long séjour pour retourner faire les études. Donc je dis qu'à partir de là qu'on dit tu es entré dedans. Même là, étudier, c'est pas entrer dedans, tu es un étudiant en art. Tout à fait. Entrer dedans, c'est comment maintenant tu mets les choses en place pour entamer une carrière. C'est comme quelqu'un qui chante très bien devant son miroir dans sa chambre, n'est pas musicien, n'est pas chanteur. Tu es musicien, tu es chanteur sur une scène devant des gens. Donc pour nous, c'est à travers une exposition, des expositions, que commence réellement une carrière. Donc voilà. Mais avant d'arriver à ce moment d'exposition, en fait les premières expositions, tu nous en parleras un peu plus tard, c'est déjà de revenir, je dirais, peut-être à ton enfance ou à ton adolescence. Parce que je suppose, tu nous as parlé, pendant les cours, tu dessinais et tout. Mais déjà, quels sont pour toi, en dehors du dessin, que bon, il y a pas mal d'enfants, nous passons tous par là à dessiner, mais est-ce qu'il y avait des signes précurseurs au-delà de ces moments de griffonnage sur tes cahiers quand tu étais plus jeune? Alors, plus jeune, étonnamment, je rêvais de devenir rockstar. Parce que j'étais allé voir un film qui parlait d'un groupe de rock, les Ramones, qui m'avait beaucoup fasciné avec le hard rock, les cheveux en l'air, tout ça. Et ma traduction de cela, bon, j'ai une très mauvaise voix, hein. Ma traduction de cela, c'est que je me suis fait une BD de moi-même sur scène en train de chanter, donc je me suis libéré là-dessus. Oui. Et je faisais souvent des portraits à mes camarades, des BD, j'ai un ami qui est aujourd'hui musicien, je l'imaginais sur les grandes scènes, donc j'ai fait une BD, un petit album de 12 pages, un cahier de dessin, quoi, où, voilà, avec des bulles, les histoires. Donc l'envie de dessiner était là, l'envie de raconter une histoire était là, surtout que je m'intéressais énormément au visage. Donc je faisais souvent des portraits d'après photos ou des griffonnages. Donc ça fait que même dans mon travail actuel, le visage est très présent, puisque je pars du principe que tout se passe sur le visage, tout ce qui est intérieur à l'être humain est déjà visible sur le visage quand on sait observer. Donc déjà très jeune, j'essayais de capter les expressions dans les regards, les faciès, les différentes configurations ou articulations qu'on peut trouver sur un visage, le même visage plusieurs fois à différentes émotions. D'accord, mais je voudrais savoir, Eric, après ce parcours-là, ton enfance et tout, tu vas à l'université, tu fais le droit. Et après, tu vas faire les beaux-arts. Mais quel était le regard
de ta famille, en fait, de ceux qui étaient autour de toi, sur cette décision-là? Est-ce qu'ils ont compris cette décision? Alors, je pense que les personnes étaient étonnées autour de moi. On est dans un pays où l'art n'a pas une grande place. Il n'y a pas d'artiste qui, du point de vue de la population, est réussi. En disant que réussir pour nous ici, en Afrique ou ailleurs, c'est quelqu'un qui a une grosse maison, une grosse voiture et qui affiche les signes extérieurs de richesse ou de possession matérielle. Il n'y a pas un seul artiste qui montre ça pour dire que voilà, ça peut être une référence et les parents vont dire mon enfant peut devenir comme. À des bailleurs, par exemple, dans le football ici. Donc, il n'y a pas ces références-là. Forcément, quand un enfant déclare qu'il veut commencer une carrière artistique, les parents ne sont pas en joie. Sont pas en joie. Sauf que dans ma famille, il y a un élément qui est formateur, c'est que dans le salon de mon oncle chez qui j'ai vécu, il y avait des objets d'art partout. Des têtes, statuettes et tout cela, qui ont aussi bercé mon travail et qui vont figurer plus tard dans une série que je ferai plus tard aux Beaux-Arts de Paris. Donc, quand tu annonces cela, en tout cas dans mon cas, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas eu d'hostilité à cela. Ça s'est fait, voilà. Ça s'est fait. Et du coup, là, tu arrives aux Beaux-Arts, où tu as une formation. Mais je voudrais dire, comment toi, tu as vécu cette formation qui est une formation à l'art, je dirais, occidentale et très occidentalisée, avec ce que toi, tu avais en mémoire de l'art, c'est-à-dire l'héritage visuel du salon de ton oncle, où je suppose c'était des objets d'art. Voilà. Oui. Comment tu as vécu un peu cette dichotomie-là? Oui, alors, le choc, c'est déjà d'arriver à Paris. Jeune Togolais qui est pratiquement pas sorti de chez lui à part aller chez les pays voisins, Ghana, Bénin, donc qui change d'espace culturel où la différence est radicale de tous les points de vue, à commencer par la nourriture, la manière de s'habiller, les gens autour de soi. On a grandi à ne jamais se poser la question de la couleur de la peau, parce que tout autour de nous, on est noir, donc la question ne se pose pas. On entend parler de racisme, on n'a aucune idée de ce que c'est. On n'a jamais vécu. On sait qu'il y a un monde plus complexe dehors, il y a des gens qui sont indifférents, hostiles à la couleur de la peau noire. Il y a une histoire, esclavage qu'on a appris à l'école, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est très théorique, très abstrait. Mais ça, on le vit dès qu'on pose le pied en France, en tout cas dans mon cas. La configuration sociologique change. Tout le monde autour de toi devient blanc, majoritairement. La langue qui est parlée autour de toi n'est pas celle à laquelle tu es habitué le matin quand tu te réveilles. Le mode de vie, tu sors, le climat, tout change. Alors, donc j'arrive à Paris, le concours d'entrée même, c'est la première fois que je me retrouve devant les camarades. Je me souviens toujours de cette histoire. On avait une séance de 5 heures de dessin, d'après modèle nu. Donc, tu imagines le jeune homme africain qui se retrouve devant de belles femmes nues d'un seul coup. Je n'ai jamais été confronté à cela. Et puis mes camarades qui utilisaient, je me souviens bien des trucs qui pulvérisaient, je ne savais pas ce que c'était. Fixatif pour les pastels, je l'apprendrai plus tard. Je ne savais pas ce que c'était. Donc il fallait se concentrer sur pourquoi je suis là et ce que je sais faire. Donc heureusement, le concours s'est bien passé. À la partie théorique, on entre, tu es là, tu vois les gens sortir en larmes. Tu sais, l'entrée aux Beaux-Arts de Paris est réputée, en tout cas à l'époque, était réputée sévère. Il y a beaucoup de candidats qui viennent du monde entier. Donc la dernière séquence, les gens sortaient, l'entretien avec les membres du jury, et à chaque fois, c'est des gens qui étaient soit anxieux, soit en larmes. Et on se demande ce qui se passe dedans. Donc j'entre dedans, il y a 3-4 personnes. Les questions... Là, il est important de dire la préparation avant. Puisque si les jeunes écoutent, ils doivent savoir la préparation avant. C'est-à-dire dans mon pays où il n'y a pas d'école d'art, comment un jeune homme se prépare pour aller à ce genre d'entretien? J'ai passé mes jours et mes nuits, d'abord les jours à l'Institut français et au Goethe Institut,
où je prenais des livres et la nuit à les lire, à visualiser des vidéos. Donc tout ça, je m'étais préparé à connaître l'histoire de l'art à l'extérieur, occidental. Voilà. Et l'histoire de l'art de chez moi, j'avais des embryons d'informations là-dessus. Donc ça m'a permis de pouvoir tenir cet entretien, de parler de l'art en Afrique, de l'art au Togo, et de les informations que j'avais à ce moment-là sur l'art en Europe. Donc ça a commencé comme ça. La pose d'art. L'autre période sensible, c'est qu'au bout de 3 ans, on fait ce qu'on appelle un bilan. C'est-à-dire que les professeurs, tu fais une exposition, les professeurs viennent et à l'issue de cet entretien, on te dit si tu continues ou pas ou dans quelles conditions. Alors, et là, moi, j'étais allé apprendre à peindre, pas à réfléchir. Donc, mon obsession à l'école des Beaux-Arts, c'est d'apprendre les techniques de l'art occidental. Donc, les professeurs ont trouvé que je peignais comme un occidental. Je leur ai dit, c'est normal, c'est ce que je suis venu apprendre. Mais vous remarqueriez que le sujet qui est traité est très africain. Je me souviens qu'ils ont longuement bloqué sur un tableau où je parlais de génocide rwandais avec un drapé d'un enfant mutilé qui était, et puis un drapé en bas qui s'écoule comme le ferait un drapeau et qui suggère bleu, blanc, rouge. Et ça les avait beaucoup agressés. Ils sont beaucoup arrêtés là-dessus. Au bout d'un moment, la discussion est devenue extrêmement tendue. Donc finalement, il fallait prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas? Je dis, si vous préférez, je m'en vais. Ouais. Mais je suis venu apprendre la manière dont vous peignez, dont vous réfléchissez dans votre culture. Sinon, je l'apprendrai en Afrique, pas ici. Donc ils m'ont dit de me donner 6 mois pour refaire mon bilan. Alors 6 mois après, ils sont revenus. Je suis revenu avec la même technique en mieux. Voilà, donc voilà. Et troisième phase, le diplôme, où j'avais choisi pour le coup d'avoir pour sujet les masques et les statuettes africains. Ça renvoie au salon de mon oncle. Alors du coup, je les reprends, mais je leur donne des visions, des regards. Ils sont mélangés à des humains, un peu comme le style qui est en vogue aujourd'hui dans l'art africain, donc à l'époque. Je fais ça toujours dans le style très classique européen, mais en traitant de ce sujet-là, des masques, avec cet argument de mettre les masques là où l'art africain a mis la statuette grecque. L'art européen a mis, voilà, mettre ça dans le l'art africain. Et donc la discussion, pareil, a été tendue. Oui, ça a été très tendu. Et on me suggérait des artistes américains, de peintres comme noirs américains, on m'a sorti. Et puis mon professeur, puisqu'il fallait un professeur pour coacher l'étudiant, s'est mis en colère. Il était Abraham Pincas, chez qui c'était le professeur de technique de peinture, feu Abraham Pincas, paix à son âme, qui s'est mis en colère contre le jury. Vous ne pouvez pas demander à un Africain d'aller apprendre l'Afrique chez les Noirs américains. Ça ne va pas chez vous, c'est l'inverse. Et donc, c'est pareil, ça a été tendu et j'ai eu le diplôme et voilà un peu le parcours. D'accord. Mais dis-moi, Eric, et à cette époque-là, quels étaient tes référents? Déjà, même, je dirais, quand tu décides d'aller faire ce concours-là, c'est clair que dans ta tête, il y avait déjà quand même des schémas qui se dessinaient en termes de carrière, parce qu'on ne va pas faire des beaux-arts pour revenir être dans un bureau au pays, non? Mais tu voulais faire de l'art comme qui, déjà à cette époque-là? Quand on vient du Togo, on veut faire de l'art comme Paul Ayi. Paul Ayi, c'est l'une figure majeure de l'art ici au Togo, qui a fait les Beaux-Arts à Paris, qui est rentré pendant l'indépendance. C'est lui qui a fait le drapeau togolais. Et a collaboré au monument de l'indépendance. C'était une figure omniprésente. Quand nous on était jeunes, il était partout, il est toujours partout sur les murs, les façades ici à Lomé et dans d'autres villes du pays. On veut faire de l'art comme Paul Ayi. Donc, de cette manière-là, l'idée c'est de partir et de revenir. Ça c'est le premier référent. Les autres, c'est à force de fouiller, de creuser dans l'assiette culturelle occidentale, on nous puise là les référents.
c'était des grands peintres européens, français, allemands, de grands sculpteurs qui peuplaient, qui étaient dans ces livres. On en fait des références. Et quand on arrive en Occident, l'ampleur qui est donnée à la culture, quand on va à un musée comme le Louvre, l'ampleur qui est donnée à la culture, sa place centrale, fait que, aspirant artiste, quand on se retrouve au cœur de cette pyramide, appelons ça comme ça, puisque les gens qui sont dedans sont morts. Tous ces artistes qui sont dedans sont morts, ils sont enterrés là-bas, leurs œuvres sont là-bas. Dans cette pyramide, et d'ailleurs la symbolique même de la pyramide au-dessus du Louvre en verre est assez intéressante. Donc forcément, j'avais cours là-bas une fois par semaine de copies de maîtres. Donc on allait là-bas pour dessiner et peindre, reproduire les œuvres des maîtres. Donc ça aussi, ça outille en termes de référence. Donc je dirais que nécessairement, un artiste africain, aujourd'hui, vu d'où on est parti en termes d'histoire, esclavage, colonisation, néocolonialisme, dans nos livres d'histoire à l'école primaire, collège, on apprend plus l'histoire occidentale qu'africaine que togolaise. Et même aux Beaux-Arts de Paris, où je suppose on vous apprend l'histoire de l'art, est-ce qu'il y a une histoire de l'art orientée, en fait une histoire de l'art de l'Afrique? Non, et cela ne m'a pas étonné. Je l'ai cherché. Et souvent, quand je montais à la vidéothèque, à la médiathèque en haut, je me souviens, c'est là que j'allais faire mon auto-formation. Parce qu'il y avait une grande bibliographie là-bas, autant en livres et une bonne médiathèque, autant en vidéo, sur l'histoire non seulement de l'Afrique, mais du peuple noir. Et c'est là-bas que je prendrai réellement conscience de l'enjeu racial. En regardant, c'est par là que j'ai appris à l'histoire des Black Panthers. Mais est-ce que au-delà de l'enjeu racial, est-ce que tu penses qu'il y avait aussi un enjeu que je pourrais dire esthétique, l'esthétique noire? Ça viendrait plus tard, à mon niveau en tout cas. D'abord l'histoire elle-même, puisque c'est la première fois que j'étais confronté à cette histoire, en vrai, à regarder une vidéo sur les Black Panthers, une vidéo sur Malcolm X, Martin Luther King, Patrice Lumumba. Il y avait tout ça aux Beaux-Arts de Paris, documentation immense. Et je tombais aussi sur ce documentaire de Jean Negroni, Les masques meurent aussi, sur la statuaire africaine. Donc je me souviens l'avoir vu au moins une dizaine de fois, cette vidéo, consacrée à l'art africain. C'était un choc pour moi d'être confronté à cela. Donc il y a un éveil qui se passe. Je me souviens que dès que j'ai pas de cours, j'allais à la médiathèque et je savais dans quel rayon j'allais pour m'imbiber de notre histoire africaine. Parce qu'à la fin des comptes, le premier constat qu'on fait, c'est que l'histoire africaine n'est pas écrite en Afrique. Et il est bon de préciser que vraiment tu parles de l'histoire africaine et non pas de l'histoire de l'art, et pas que de l'histoire de l'art africain. Alors, l'histoire de l'art vient après. Et j'allais dire vers la fin même de mon séjour. La question, puisque pour moi c'était évident, cette part de moi qui était africaine. Il n'y avait pas de discussion là-dessus. Même dans ma chambre d'étudiant, tu voyais les posters. C'était pas de l'art, c'était plus les politiques. Les Sankara, Cheikh Anta Diop et tout ça était là. Et puis un matin, Lumumba et compagnie, et puis un matin, je me suis levé et j'ai enlevé tout ça. Parce que je voulais une autre naissance. Et là, je prends un autre nom. Je prends le nom de Cham. Cham de ce nom de la Bible qui dit que nous sommes les descendants de ce personnage qui est maudit. Et que c'est pour cela que, étant maudits, nous n'arrivons pas à nous en sortir aujourd'hui. Je prends ce nom pour non seulement endosser cette responsabilité qu'on nous donne, mais aussi pour dire que nous sommes capables de l'enlever et de renverser les choses. C'est comme les Nord-Américains ont fait avec le mot nègre. Au départ, c'était une injure. Aujourd'hui, pour eux, c'est une arme. Voilà. Donc, mais aussi, c'est de s'interroger encore sur le fait que ce sont des autres qui nous racontent notre histoire. Parce que c'est eux qui disent que Cham, nous descendons de Cham, oui. Nos ancêtres ne nous ont pas légué cet héritage. Nos ancêtres ne connaissaient même pas Cham. Ce n'est même pas notre héritage. Voilà. C'est une histoire qui est racontée. Et au moment où je prenais ce nom, je savais que c'était une histoire fictionnelle.
mais le positionnement était par contre idéologique. Voilà, c'était politique. Donc, à partir de cet instant, je commence à me poser des questions sur l'art africain. La pose d'art. L'une des choses que j'ai commencé à faire, c'est de chercher la place d'un Paul Haï aux Beaux-Arts. Puisqu'il a fait les Beaux-Arts, est-ce qu'il a laissé son... Je voyais des... Voilà. Et ensuite, il y avait un de mes compatriotes aînés qui est venu faire un stage, Soki Edor, un de nos doyens, un de nos aînés, quand j'étais étudiant. Il est venu faire un stage de, je pense, 3 mois. Et je me souviens être allé à l'administration demander pourquoi il était au même titre inscrit comme les étudiants. Alors que quand on invite des artistes, on les appelle artistes invités, on leur donne un atelier et les étudiants vont les voir. Donc je suis allé poser la question pour savoir pourquoi cette différence de traitement. Je m'attendais à ce qu'on le... C'est un artiste qui est connu chez moi, qui voyage. Quand il vient aux Beaux-Arts de Paris, qu'on le traite comme un artiste japonais qui vient ici aux Beaux-Arts, comme un artiste polonais. Bon, ce n'était pas le cas. Donc je l'ai fait savoir. Et puis on avait créé une association qu'on appelait Faraga, du nom ancien de l'Afrique, d'après nos informations, qui regroupait les étudiants africains des Beaux-Arts de Paris. Et on s'exposait nous-mêmes. C'était mes premières expositions. Ok, voilà. Les premières expositions. Voilà. Mais justement, il y a cette question-là, en fait, quand tu as dit, tu as cherché la place de Paul Haï aux Beaux-Arts, est-ce que tu l'as trouvé aux Beaux-Arts? Je ne l'ai pas trouvé, ni Paul Haï, ni aucun autre. Et nous, on a, dans le cadre de cette association, une fois qu'on a constaté cela, on a commencé à faire des conférences et puis faire connaître nos attentes à l'administration sur la place à faire à l'Afrique, mais déjà les faire connaître à nous-mêmes déjà africains qui étions inscrits là-bas. Comment se montrer, où se montrer, comment se représenter, où se représenter. Donc on se posait ce genre de questions. C'est dans ce sillage qu'on a fait venir la Revue Noire qui naissait à l'époque. On l'a fait venir en conférence avec Simon Djamil, qui n'était pas là à l'époque, mais son deuxième, Jean-Loup Pivin, voilà, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation et qui est venu répondre à ces questions aux Beaux-Arts de Paris. Et à l'époque, justement, comment vous, les Africains, que ce soit des Beaux-Arts ou, je vais dire, artistes africains ou afro-descendants, que ce soit des Beaux-Arts ou des gens indépendants, comment vous organisez votre scène qui était probablement parallèle à l'univers de la scène, on va dire, occidentale de l'art? On ne la voulait pas parallèle, on la voulait intégrer. Parce que, alors, on est 500 à 600 élèves inscrits aux Beaux-Arts de Paris, des dizaines de nationalités. Mais sur l'effectif global, on était à peu près une dizaine d'Africains. Une dizaine, donc une stricte minorité. Et dans le Faraga, il n'y avait pas que les Africains, il y avait les Antillais et aussi une Noire américaine. Donc, on voulait, dans le contexte où on était, creuser notre place, dire qu'on existe et montrer ce que nous pouvons faire et dire, et comment le dire ou le faire. Donc, c'est ce qu'on était jeunes, c'est ce qu'on voulait faire, et c'est comme ça même qu'on est allé. On était là, je ne sais plus, peut-être en train de monter une expo, et puis quelqu'un de nôtres est venu nous voir qu'il y a Ousmane Sow qui était en train de monter une expo juste sur le pont des Arts. Ousmane Sow, le célèbre sculpteur sénégalais de regrettée mémoire. C'est ça. Et donc, subitement, soudain, tous on a couru pour aller. Et impressionnante cette exposition sur le pont des Arts. Le pont des Arts, c'est juste dans le dos de l'école des Beaux-Arts. Donc, c'était l'une de mes plus grosses fiertés, un moment inoubliable de voir cet Africain, aussi colossal que ses œuvres, sur ce pont précieux, le pont des Arts. Le nom ne sort pas de nulle part. C'est le pont qui relie l'école des Beaux-Arts au musée du Louvre. Donc, c'est 3 institutions. Beaux-Arts, Louvre, le pont lui-même. Et donc, de voir Ousmane Sow là-bas avec ses Maasai, ses guerriers, la bataille de Little Big Horn, où il posait la question de l'esclavage, la place du noir à cette période-là, et des Indiens, le massacre des Indiens aux États-Unis pendant l'implantation européenne. C'était intéressant. Et là, la question que tu as posée tout à l'heure revient. L'esthétique de l'œuvre. La sculpture qu'on voyait sur ce pont était tellement différente de ce qu'on a pu
observer à l'intérieur des Beaux-Arts, les structures anciennes, ou alors ce qu'on a pu voir au musée du Louvre. C'était une écriture nouvelle, c'était une écriture propre à un Africain et qui nous faisait davantage penser à nos masques qu'aux masques de la Grèce ou de la Rome antique. Donc tout ça là, c'est une rencontre inoubliable. On a eu l'occasion d'échanger avec lui et on y allait tous les jours. C'était une telle fierté. Donc voilà à peu près comment ça se passe cette aventure. Mais il faut insister sur le fait que, avant de partir de Lomé, il y avait une évidence dans ma tête, revenir en Afrique. La pause d'art. Et la fin des études approchant, cette évidence était aussi là. Alors comment ça s'est fait de rentrer? Un beau matin, je me suis dit, on a fini les études. Les camarades autour de moi commençaient à s'inscrire. À trouver du boulot, puisqu'il faut justifier d'une activité pour pouvoir renouveler ces documents. Alors, je suis allé à la préfecture de police, c'est là qu'on renouvelait les cartes de séjour, pour dire que je n'ai pas de métier, j'ai fini mes études, mais mon métier, c'est artiste. Et c'est à ce titre que je veux changer de statut. J'ai fait un catalogue de mes œuvres, j'ai montré à l'agent des forces qui était là, en uniforme. Il était embarrassé. Je ne savais pas trop comment aborder mon dossier. Il a demandé de lui donner quelques instants, il s'est retiré. Et quand il est revenu avec ma carte de résident, 1 an, tamponné dedans, il dit merci monsieur. Donc je suis parti là-dessus. C'est aussi ça la France. Il faut le dire, c'est un pays où l'art a une place. Où l'art est respecté. Ce monsieur a été surtout sensible, je pense surpris par la démarche, mais aussi sensible et la sincérité, je crois, de la démarche, voilà. Et aussi au fait que l'importance qu'on donne à la culture chez lui. Il est issu de cette importance-là, voilà, d'un héritage. Et l'acte qu'il a posé, parce qu'il aurait pu me dire c'est pas un travail, il n'y a pas de revenu là-dessus, et puis aller trouver un vrai travail et revenir. Et non, l'acte qu'il a posé aussi, c'est l'acte de l'identité de cette culture qui met l'art au cœur de toutes ces préoccupations que nous devons retrouver ici. Et c'est l'un des objectifs de mon engagement ici. Voilà, et nulle part ailleurs. D'accord. Mais j'aurais posé une question que j'ai sur les lèvres, c'est avec le recul, Eric, comment analyses-tu le fait de l'absence de l'histoire de l'art africain dans cet haut espace, dans ce haut lieu dédié à l'art qu'est les Beaux-Arts de Paris? Parce que tout ça, c'est l'héritage de l'histoire. Parce que, juste pour renchérir, ils ont pourtant, près de 90% de nos artefacts sont chez eux. Ils l'ont étudié. Pourquoi cette négation, on peut bien dire, de l'histoire? C'est une négation, c'est une absence totale, y compris dans le corps professoral. Il n'y avait pas un artiste noir qui était représenté. On avait plusieurs nationalités au niveau des enseignants, il n'y avait pas un seul Africain. Il n'y avait même pas un seul noir. Ça aurait pu être un Américain, il n'y avait pas un seul noir. Donc c'est aussi le reflet de la société française, en tout cas de l'époque. Ça fait quelques années que je n'ai pas mis les pieds en France. En tout cas de l'époque, je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé, même s'il y a quand même des mutations en cours, sociologiquement et politiquement là-bas. Donc ça ne m'a pas étonné, parce que c'est tout l'héritage de l'histoire. C'est comment on met en place des individus à qui on a renié jusqu'à l'humanité. Comment on les représente dans un lieu comme celui-là, après avoir dit que ce n'étaient pas des humains, qui n'avaient pas de culture, qui n'avaient pas de civilisation, qui ne représentaient rien. Et un président français le dira, nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Voilà. Après avoir dit tout ça, comment on nous présente, comment on nous représente au cœur de la société ou dans une institution comme celle-là? On n'existe pas, simplement. Donc le fait même qu'il y ait des artistes... Surtout qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir de répondre à ce qu'ils peuvent dire. Oui. Nous avons le pouvoir désormais grâce aux réseaux sociaux. Mais demain, on n'a pas créé Facebook, on n'a pas créé TikTok, on n'a pas créé Instagram. Le demain, si on éteint, on a quel pouvoir? On n'a aucun pouvoir, mon cher ami. Aucun. On a les couloirs qu'on veut bien nous accorder. Voilà. Si un des influenceurs africains les plus importants va trop loin, on coupe son circuit, ça s'arrête là.
Il va aller demander à qui? Donc, on n'a aucun pouvoir. Aujourd'hui, on n'a aucun pouvoir et ce n'est pas prêt de changer si nous ne prenons pas conscience du fait qu'on n'en a aucun. Voilà. Alors, à partir de là, je me suis dit avec mes camarades, je me souviens, mon camarade Kofi Yao de la Côte d'Ivoire, de qui on était très proches quand on était étudiant aux Beaux-Arts, il en a parlé l'année dernière à Ouaga, où on s'est retrouvés. Du jour au lendemain, je suis venu les voir, je dis je m'en vais. J'avais ma carte de résident en poche, je dis je m'en vais. 2 événements ont concouru à cette décision subite, qui était là dans la tête, l'agenda n'était pas encore fixé. Il y avait Katrina aux États-Unis, cet ouragan qui a dévasté la Nouvelle-Orléans, majoritairement peuplée de Noirs, les victimes étaient majoritairement noires, dans la grosse indifférence du président de l'époque, George Bush. Il a fallu des alertes, des cris d'effroi pour qu'il se réveille enfin et pour se dire « Ah, il y a des humains qui meurent juste à côté de moi ici ». Ça m'avait heurté qu'à cette époque-là, on en soit encore là à considérer que la vie de Noir ne valait rien du tout. Rappelons qu'il y a encore peu, les Nord-Américains, mais même aujourd'hui, sont obligés de dire « Black Lives Matter ». Aujourd'hui encore. Ça m'avait choqué. On est en 2005. Au même moment, en France, il y a des bidonvilles qui brûlaient dans les quartiers peuplés par des Africains, des gens qui ont brûlé vifs, je pense à Château-Rouge ou dans d'autres villes. Voilà, 2 ou 3. Je me dis non, sérieux, Eric, rentre chez toi. Et donc, un matin, je me suis levé, je dis je m'en vais. Et Kofi Yao qui dit, mais tu t'en vas où? Tout se passe ici. Et il me dit encore, assure au moins tes arrières. Je dis justement, mes arrières, c'est en Afrique, c'est pas en Europe. Je ne suis pas européen et je n'ai pas vocation à l'être. Je n'ai pas envie de devenir européen, quoique la France est un pays que j'aime énormément, ayant des références culturelles et artistiques, mais je n'ai pas vocation à devenir français. Je me contente de la nationalité togolaise, qui m'est chère, dans les 2 sens du mot, chère, C-H-E-R, et E à la fin, et C-H-A-I-R. Voilà, donc il m'est cher. Et donc, s'il y a quelque chose, des arrières, un endroit où je dois assurer des arrières, c'est là-bas. Et donc, je suis parti. Avec la carte de résident dans la poche, que j'ai vu griller tout doucement. Sous mes yeux, avec le billet d'avion retour, ouais. Sous mes yeux. Mais je ne regrette pas, c'est l'une des meilleures décisions de ma vie. D'être parti, c'est déjà une très bonne décision parce que je demande aux jeunes de voyager énormément. Autour d'eux, dans la même ville, il y a des secrets cachés dans nos villes. Il y a des découvertes à faire. Dans le même pays, de voyager, de découvrir son pays. On ne connaît pas nos voisins. Nos voisins qui sont nos compatriotes. On n'est pas de la même ethnie, mais on ne se connaît pas. Ce que l'autre mange, on ne sait pas. Quelle langue il parle, on dit je suis civilisé, il n'est pas civilisé. On est sur des petites choses, non, de s'ouvrir à soi. D'aller à la conquête de soi, ça part par le fait d'aller découvrir qui on est. Et ça se passe autour de nous et dans nos pays. De sortir de nos pays pour visiter le continent. Et de sortir du continent pour découvrir le monde. Et une fois on fait tout ça là, ce qu'on découvre, ce n'est rien d'autre que soi-même. On découvre toute l'ampleur, toute la densité et l'intensité de l'être qu'on représente sur Terre et du rôle qu'on est censé tenir sur cette Terre. Après avoir voyagé. En voyageant utile. Donc, je rentre chez moi conscient des enjeux, conscient du fait que les commodités qu'il y avait là-bas ne sont pas ici. Tu veux acheter du matériel artistique, il suffit de prendre un bus, un métro, tu chantes, tu as tout ce que tu veux. Le seul limite, c'est ta poche. Ici, tu as beau avoir l'argent dans la poche, c'est pas sûr que tu trouves ce que tu veux. Alors, tu t'adaptes. Conscient de tout cela, tu rentres. Tu rentres aussi conscient du fait que tu fais des œuvres d'art qui ne vont intéresser personne. Il n'y a personne qui viendra taper à la porte de ton atelier avec insistance parce qu'il y a des trucs à voir là-bas. Il passerait, même si tu laissais l'œuvre devant la porte, un curieux peut le prendre pour mettre ça dans son salon, pour s'amuser, mais à la limite, 2 mois plus tard, tu viendrais retrouver ça là-bas. Voilà, ça n'intéresse personne. Je suis conscient de tout cela. Quand je dis personne, je commence d'abord par le politique. Le politique qui prend les décisions autant pouvoir que opposition, qui considère le ministère de la Culture comme un strapontin, c'est-à-dire le siège le plus dérisoire et qui est le plus dérisoirement doté financièrement, et donc qui fait que
Du politique, tu viens à l'homme d'affaires, à la femme d'affaires qui ne s'intéresse pas davantage. Et de là, tu vas à l'universitaire qui ne s'intéresse pas davantage. Et comment tu veux demander aux étudiants, à la classe moyenne, à la classe populaire de s'intéresser à quelque chose qui n'intéresse personne. C'est tout l'enjeu de nos métiers. C'est-à-dire comment faire pour que ce que nous avons à dire, peut-être dans une langue étrangère, puisque cette façon de travailler, de peindre, d'exposer n'est pas intrinsèquement africaine. Voilà, donc quand nous faisons de la peinture, peut-être parlons-nous une langue étrangère. Et donc comment faire en sorte que de cette langue étrangère, nous puissions mettre du vernaculaire qui puisse intéresser ou interpeller les nôtres. C'est tout l'enjeu de l'engagement d'un artiste africain qui tient à ce que l'art ait une place dans sa société. Voilà. À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.